17 mars 1945, 05h47, Ewiema. L'adjudant-chef Robert Desprance Dutch Henderson, 23 ans, s'écrasait contre une paroi de roche volcanique maculée de soufre. Malgré la fraîcheur du matin, son M1 Garand lui glissait presque des mains, rendu lisse par la sueur. À 300 yards devant lui, à travers une fumée âcre qui rampait sur les terrasses de sable noir, il les distinguait nettement, des casemates de béton. Celles que la Navy affirmait avoir réduites en poussière. Des bunkers que la reconnaissance aérienne jurait disparus. On avait assuré à la 5e division de Marines que ce secteur était nettoyé. Les rafales japonaises racontaient une toute autre histoire. Henderson jeta un coup d'œil aux marines à ses côtés. Le soldat de première classe James Morrison, à peine 19 ans, serrait contre lui quelque chose que Henderson n'avait encore jamais vu. Cela ressemblait à un bazooka M1A1 ordinaire, sauf pour la roquette que Morrison tenait de ses mains tremblantes. Au lieu de l'ogive vert-olive habituelle, celle-ci portait des bandes jaunes et blanches, couvertes d'avertissements au pochoir que Henderson peinait à déchiffrer dans la pénombre. Morrison l'avait reçu quelques heures plus tôt avec des consignes pour le moins étranges, viser, tirer et ne pas regarder l'impact. Le bunker en face cracha de nouveau le feu. La mitrailleuse faucha 2 Marines qui tentèrent d'avancer. Henderson savait ce qui allait suivre. On essaierait d'abord les bazookas classiques, toujours pareils. Les charges creuses frapperaient le béton, exploseraient et n'obtiendraient rien face aux fortifications japonaises renforcées. Puis d'autres Marines tomberaient en tentant de s'approcher avec des charges explosives ou des lance-flammes, à moins que l'étrange roquette de Morrison ne fasse vraiment ce que le sergent d'armement avait promis. « La flamme blanche », avait-il dit. Les Japs l'appellent la flamme blanche. En mars 1945, la guerre du Pacifique s'était transformée en un problème d'arithmétique macabre que les commandants américains n'arrivaient plus à résoudre avec les méthodes habituelles. Chaque île tenue par les Japonais offrait le même cauchemar. Des fortifications souterraines complexes, des réseaux de tunnels interconnectés, des positions défensives conçues par des ingénieurs conscients qu'ils bâtissaient des tombeaux, pas des abris. Les Japonais ne combattaient plus pour gagner, ils se battaient pour infliger un maximum de pertes américaines, espérant rendre le prix de l'invasion si insupportable que les États-Unis finiraient par négocier plutôt que d'attaquer les îles principales. Iwo-Jima incarnait l'aboutissement le plus abouti de cette stratégie. Son commandant, le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi, avait passé 8 mois à transformer 8 miles carrés de roches volcaniques en un véritable labyrinthe de mort. Ces ingénieurs avaient âme creusé près de 11 miles de tunnels reliant quelques 1500 salles, galeries et positions de combat. Ils avaient érigé des blocos aux murs épais de plus d'1,50 m, renforcés par des rails d'acier récupérés dans les mines de Manurian. Les canons étaient dissimulés dans des grottes à multiples embrasures, permettant aux défenseurs de tirer, de se replier dans les tunnels, puis de réapparaître ailleurs lors des contre-attaques. Face à ce réseau défensif, les armes américaines traditionnelles se révélaient impuissantes. Le bazooka M1A1, introduit en 1942, avait fait ses preuves contre les chars et fortifications allemands en Europe. Sa roquette de 2,36 pouces pouvait percer 10 cm de blindage à 300 yards. Mais cette capacité n'avait aucun sens contre des positions taillées dans le béton armé et la roche volcanique. La charge creuse traversait la paroi extérieure, explosait à l'intérieur d'un ouvrage de plus d'1 mètre d'épaisseur et ne faisait guère plus qu'alerter les défenseurs de l'arrivée de l'infanterie. Le bombardement d'artillerie préparatoire avait englouti 22 000 obus, le plus intense pilonnage côtier de toute la guerre du Pacifique. Les observateurs de la Navy avaient signalé des coups directs sur les bunkers, vu des structures de béton s'effondrer sous les obus de 406 mm, confirmer la destruction des positions. Puis les Marines avaient redébarqué et découvert que les bunkers tenaient en toujours. Les Japonais avaient construit de fausses structures pour absorber les bombardements, tandis que les véritables fortifications restaient dissimulées sous terre, ne se révélant par des embrasures camouflées que lorsque les troupes américaines entraient dans leur zone de mort. Les lance-flammes fonctionnaient, mais ceux qui les utilisaient mouraient. La portée efficace du M2 ne dépassait pas 30 yards. Pour s'en servir, les Marines devaient traverser un terrain découvert sous le feu direct des mitrailleuses et des mortiers, avec plus de 30 kilos d'essence gélifiée sur le dos. Rien que le premier jour, à Iwo-Jima, le 19 février 1945, la 5e division de Marines perdit 8 opérateurs de lance-flammes en 1 heure.
Chaque perte représentait des mois d'entraînement spécialisé et une expérience impossible à remplacer rapidement. Les chiffres devenaient intenables. Les services de renseignement estimaient à 21 000 le nombre de défenseurs japonais sur Ewiima. Les planificateurs américains prévoyaient 15 000 pertes pour sécuriser l'île, une estimation déjà jugée effroyable basée sur les campagnes précédentes. Le 17 mars, après 26 jours de combat, les pertes américaines atteignaient près de 20 000 hommes, dont plus de 4 000 tués. Les Japonais avaient perfectionné la défense en contrepente, les champs de tir croisés et un placement des bunkers qui transformaient chaque progression américaine en abattoir. Les commandants de Marines avaient besoin d'une arme capable d'unir la portée du bazooka à l'efficacité du lance-flamme contre les fortifications. Il leur fallait un moyen d'atteindre les bunkers depuis une position couverte, quelque chose qui n'oblige pas un homme à s'exposer 30 secondes durant, debout face à une embrasure, à y déverser le feu. Il devait pouvoir tuer les défenseurs retranchés là où les charges creuses échouaient et où les explosifs classiques ne faisaient qu'ébranler la pierre. Le Chemical Warfare Service travaillait sur une solution depuis 1943, mais il fallut 2 années de combat pour formuler correctement le problème. Si vous voulez comprendre comment des ingénieurs américains ont transformé l'un des éléments les plus terrifiants de la chimie en un cauchemar propulsé par roquettes, au point de forcer des défenseurs japonais à abandonner des positions qu'ils avaient juré de tenir jusqu'à la mort, il faut s'y attarder. Ces armes oubliées ont changé le cours de la guerre du Pacifique et leurs histoires méritent d'être racontées. Revenons au sergent Henderson. La roquette au phosphore blanc M10, conçue pour le bazooka de 2,36 pouces, incarnait une forme de guerre chimique dans un format que le protocole de Genève n'avait jamais envisagé. Officiellement désigné M10WP, officieusement surnommé aussi bien Willy Peter que le cierge du diable, cette munition transforma une arme anti-char en un outil qui inspirait aux défenseurs retranchés une terreur supérieure à celle de n'importe quel explosif conventionnel. La roquette pesait environ 1,5 kg, légèrement moins que la munition anti-char M6A1 standard. Son ogive contenait près de 600 grammes de phosphore blanc, maintenu par une charge d'éclatement dont le but n'était pas de percer, mais de disperser des particules enflammées sur la plus vaste zone possible. Le cône de charge creuse avait été supprimé, remplacé par une fine enveloppe métallique prédécoupée pour se fragmenter en centaines d'éclats à la détonation. Le phosphore blanc s'enflamme spontanément au contact de l'oxygène, brûlant à des températures dépassant les 2700 degrés Celsius. Contrairement à la thermite, qui exige un contact prolongé pour être efficace, les particules de phosphore s'incrustent dans tout ce qu'elles touchent, chair, bois, tissu ou équipement, et continuent de brûler jusqu'à épuisement de l'oxygène ou de la matière elle-même. L'eau ne l'éteint pas. Immerger une particule en combustion ne fait que suspendre brièvement la réaction. Dès qu'elle retrouve l'air, le feu reprend. La charge d'éclatement de la M10 était réglée pour projeter le phosphore dans un rayon d'une douzaine de mètres. À l'impact, une fusée de culot déclenchait une petite explosion qui éventrait l'ogive, libérant le phosphore tout en pulvérisant la coque métallique. Les fragments incandescents, allant de poussière microscopique à des morceaux de la taille d'une pièce de monnaie, se projetaient dans les embrasures de tir, les conduits de ventilation et les entrées de tunnels. Dans un espace clos, ces particules consommaient l'oxygène tout en produisant un épais nuage de fumée blanche. C'est de là que venait le surnom japonais, la flamme blanche. Depuis 1943, le Chemical Warfare Service avait expérimenté divers moyens de dispersion du phosphore. Les obus d'artillerie étaient efficaces, mais manquèrent de précision sur des objectifs ponctuels. Les grenades donnaient de bons résultats au prix d'une approche à courte distance qui annulait tout avantage tactique. La percée survint lorsque les ingénieurs comprirent que le bazooka constituait la plateforme idéale, portable par un homme, précis jusqu'à 300 yards, et déjà largement utilisé par le corps des marines avec des servants formés à son emploi. Les difficultés de développement concernaient surtout la stabilité. Le phosphore blanc réagit violemment à l'humidité et les conditions de combat dans le Pacifique étaient perpétuellement moites. La solution consista à enfermer hermétiquement le phosphore dans un contenant étanche à l'intérieur de l'ogive, puis à l'entourer d'une couche tampon empêchant toute inflammation prématurée due à la chaleur du moteur fusée. Chaque roquette M10 devait être stockée avec soin dans des tubes scellés contenant des sachets déshydratants et les servants recevaient des consignes strictes
Ne jamais tirer une munition présentant la moindre trace de corrosion ou un défaut du joint d'étanchéité. Les premières M10 de série arrivèrent dans le Pacifique en janvier 1945, distribuées à quelques unités de Marines triées sur le volet avec très peu d'explications. Elles étaient accompagnées de feuilles d'instructions dactylographiées rappelant les règles de sécurité liées au souffle arrière, les conditions de stockage et surtout une consigne écrite en toutes lettres: ne pas tenter de récupérer ni de manipuler une munition non explosée. Marquer la position et prévenir immédiatement les spécialistes du déminage. Cette mise en garde n'était pas théorique. Même une roquette ayant frappé sans exploser pouvait disperser du phosphore, créant des zones de danger invisibles capables d'embraser quiconque remuerait le sol contaminé. Les Marines qui découvrirent les M10 comprirent aussitôt qu'il ne s'agissait pas de munitions ordinaires. Les bandes jaunes et blanches relevaient des codes de la guerre chimique, pas des standards habituels de l'armement. Les roquettes étaient livrées dans des conteneurs spéciaux, couverts d'avertissements imprimés en plusieurs langues. Dès les premiers jours, les rumeurs se répandirent. C'était quelque chose de nouveau. Quelque chose que l'état-major espérait capable de changer l'équation au sol. Les armuriers, qui chargeaient des bazookas depuis des années, manipulèrent l'M10 avec une prudence inhabituelle. Très vite, les rumeurs se propagèrent. Ce n'était pas une munition ordinaire. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose que l'état-major espérait capable de bouleverser l'équilibre du combat au sol. Mais personne ne comprenait vraiment ce que signifiait la flamme blanche avant de la voir à l'œuvre. Anderson observa Morrison lutter avec la roquette M10, essayant de la charger tout en restant plaqué derrière l'affleurement rocheux. Le gamin tremblait si fort qu'il manqua de laisser tomber la munition à 2 reprises. Anderson se pencha vers lui, posa une main ferme sur les siennes et l'aida à guider la roquette dans le tube du lanceur jusqu'à ce que le ressort de contact s'enclenche avec un clic sec. « T'en as déjà tiré une de celle-là » demanda Anderson, connaissant déjà la réponse. Morrison secoua la tête. « Le sergent Barnes me l'a filé ce matin. Il a juste dit de viser le bunker et d'appuyer sur la détente. Que ça marchait différemment des roquettes normales. » Devant eux, le bunker était retombé dans le silence. L'équipe de mitrailleuses attendait, patiente, qu'un autre marine se découvre. Henderson connaissait ce manège depuis 3 semaines. Les Japonais tiraient par rafales courtes et disciplinées, économisèrent leurs munitions, puis se taisaient. Ils avaient des réserves, ils avaient de l'eau, ils avaient des fortifications que les armes classiques ne pouvaient pas percer. Et surtout, ils avaient le temps. Différemment comment, insista Henderson. Il n'a pas dit, juste que je comprendrais en voyant. 05h52. Le soleil montait désormais dans le ciel, dissipant la brume matinale et révélant le terrain de mort entre leur position et le complexe de bunkers, 70 yards de cendres volcaniques et de roches à nu. Henderson compta 4 corps de Marines laissés là depuis l'assaut de la veille, impossible à récupérer sans déclencher immédiatement le feu croisé des positions ennemies. En 48 heures, le bataillon avait perdu 23 hommes en tentant de progresser dans ce secteur. Le réseau de bunkers devait être réduit avant que la division ne puisse avancer vers la colline 362A. Henderson fit signe au caporal Eddie Martinez, positionné une trentaine de yards sur leur gauche avec un Browning Automatic Rifle. 3 rafales courtes, le signal convenu. Martinez acquiesça, puis ouvrit le feu sur l'embrasure principale du bunker. Le tir soutenu devait repousser les servants japonais pendant, au mieux, 10 secondes. 10 secondes pour viser. 10 secondes pour tirer. « Maintenant !» cria Henderson. Morrison se redressa sur un genou, le bazooka calé sur l'épaule droite, la main gauche serrant la poignée en bois à l'avant. Il aligna la lunette optique sur l'ouverture sombre du bunker, un rectangle d'ombre découpé dans le béton. Son doigt trouva la détente. Le moteur de la roquette s'alluma avec le claquement sec familier. Le souffle arrière projeta derrière eux un nuage de poussière volcanique. Henderson suivit la trajectoire de la roquette sur les 70 yards, une fine traînée marquant son passage. En temps normal, la roquette aurait pénétré l'embrasure, explosé à l'intérieur et, si la chance était de la partie, tué 1 ou 2 défenseurs. En général, ce n'était pas le cas. Cette fois, c'était différent. L'ogive frappa juste sous l'embrasure à 05h52 et 23 secondes. L'explosion sembla presque modeste, plus faible qu'une munition hautement explosive standard. Un instant, Anderson crut à un échec. Puis il vit le feu. Un feu blanc. Absolument blanc. Pas comme l'essence en flamme, ni comme les fusées au magnésium. Quelque chose d'autre.
Une pluie de particules éclatantes jaillit à l'horizontale sur la façade du bunker, comme une pluie de météores inversés, chaque fragment traînant derrière lui une queue de fumée blanche. Des dizaines de particules pénétrèrent par l'embrasure. D'autres ricochèrent dans des fentes de ventilation dont Henderson ignorait même l'existence. Les particules blanches adhérèrent au béton, s'incrustèrent dans la pierre et continuèrent un tour de brûler. 5 secondes passèrent. La mitrailleuse se tut. 10 secondes. Une fumée blanche commença à s'échapper de toutes les ouvertures du bunker. Pas la fumée grise des armes à feu, mais des nuages épais, laiteux, presque solides. 15 secondes. Les cris éclatèrent. Henderson avait déjà entendu des hommes hurler. Des marines blessés appelant le brancardier. Des soldats japonais agonisant dans des casemates détruites à la charge explosive. Mais là, c'était autre chose. Ce n'étaient pas des cris de douleur. C'étaient des cris de panique pure, animale. Le son d'hommes confrontés à quelque chose pour quoi aucun entraînement ne les avait préparés. 20 secondes après l'impact, l'entrée arrière du bunker, si bien camouflée qu'Henderson ne l'avait pas repérée en 3 jours d'observation, vomit des défenseurs japonais. 3 hommes jaillirent à l'air libre, frappant frénétiquement leurs uniformes, s'arrachant des fragments incandescents incrustés dans leur chair et leur équipement. Leurs vêtements brûlaient, mais pas comme un feu ordinaire. Des points blancs luisaient sur le tissu sombre, chacun exhalant sa propre colonne de fumée. L'un d'eux se jeta à plat ventre dans la cendre volcanique, tentant d'étouffer les flammes. Les particules continuaient de luire à travers la poussière. Le bar de Martinez abattit 2 hommes avant qu'ils n'aient parcouru 3 mètres. Le troisième, le visage noyé dans la fumée blanche qui s'élevait encore des fragments en feu dans ses cheveux, courut à l'aveugle vers les lignes américaines. Il parcourut une quinzaine de yards avant qu'un tir de fusil ne mette fin à sa fuite et à sa panique. La fumée blanche continua de s'échapper du bunker pendant près de 2 minutes. Henderson la sentait désormais nettement. Une odeur âcre, mordante, qui lui piquait les yeux même à 70 yards. Ce n'était pas l'odeur du bois ou du tissu en train de brûler. C'était autre chose. Une fumée chimique. La mitrailleuse resta muette. Aucun mouvement ne se manifesta aux embrasures. Zos 5h55. Henderson prit sa décision. Martinez. Freeman, avec moi. On va vérifier ce bunker. Les 3 Marines traversèrent le terrain découvert qui avait coûté la vie à 4 hommes la veille. Armes prêtes, ils s'attendaient à un tir venu de position secondaire. Il n'y eut rien. Pas une rafale, pas un coup isolé. Ils atteignirent la façade du bunker, marquée par l'explosion, encore brûlante à l'endroit où des particules de phosphore blanc s'étaient incrustées dans le béton. Henderson jeta un œil à l'intérieur par l'embrasure, prenant soin de ne pas toucher les fragments encore incandescents qui cernaient à l'ouverture. Ce qu'il vit ressemblait à l'enfer, décliné en blanc et en noir. Des particules de phosphore couvraient chaque surface, brûlant là où elles étaient tombées. La mitrailleuse avait été abandonnée sur place, son canon tordu à l'endroit où quelqu'un avait tenté de la tirer, loin de munitions en feu. L'équipement se consumait lentement. Des lambeaux de tissu pendaient, calcinés. Les parois de béton canalisaient la fumée vers la sortie arrière, mais suffisamment de fragments avaient chuté au sol pour que chaque pas ait obligé les défenseurs à traverser des braises vivantes. 2 corps gisaient dans la salle principale. Ils avaient été asphyxiés avant de pouvoir s'échapper. Leurs uniformes étaient criblés de dizaines de petites brûlures, là où des particules de phosphore s'étaient incrustées et avaient continué de brûler longtemps après leur mort. Les fragments blancs luisaient encore. Ils produisaient toujours de la fumée. Ils brûlaient encore, 1 minute et demie après l'impact. Henderson avait déjà nettoyé des bunkers à la charge explosive, à la grenade, au fusil tiré à bout portant. Il n'avait jamais vu des défenseurs abandonner une position aussi vite. Jamais vu la panique balayer à ce point la doctrine de défense fanatique qui caractérisait les tactiques japonaises depuis 3 ans. Le phosphore blanc n'avait pas seulement tué les hommes ou neutralisé la position. Il avait brisé leur volonté. Il les avait forcés à sortir à découvert, là où les armes conventionnelles pouvaient les achever. « Bon Dieu !» murmura Martinez en fixant les fragments encore incandescents éparpillés sur le sol. « C'est quoi, ce truc ?» Henderson ne répondit pas. Il scrutait déjà l'horizon à la recherche du prochain bunker, de la prochaine casemate, de la prochaine position réputée imprenable. Morrison avait encore 5 roquettes M10 dans son sac. Le travail ne faisait que commencer. Le 19 mars 1945, 2 jours seulement après la démonstration de Henderson, toutes les équipes de bazooka de Marines sur Eohima furent dotées de roquettes au phosphore blanc.
Les services du ravitaillement distribuèrent 2400 munitions en 48 heures, en priorité aux unités engagées dans la réduction des fortifications dans les secteurs nord. L'impact tactique fut immédiat et mesurable. Les divisions de Marines équipées de M10 enregistrèrent une baisse de 34% des pertes lors des assauts contre les bunkers par rapport aux statistiques de la semaine précédente. La réaction japonaise trahissait une peur bien réelle. Les officiers du renseignement, lors des interrogatoires de prisonniers capturés à la fin mars, recueillirent des récits concordants décrivant une arme à la flamme blanche qui brûlait la pierre, ne pouvait être éteinte et remplissait les positions d'une fumée suffocante. L'un d'eux, un sergent ayant survécu à une attaque de M10 contre une grotte près de la colline 362C, raconta avoir vu des particules blanches consumer une poutre de soutien en bois en 40 secondes, provoquant l'effondrement partiel du tunnel et ensevelissant 3 défenseurs. L'effet psychologique dépassait largement les dégâts matériels. Des positions qui avaient tenu sous des bombardements d'artillerie prolongés étaient évacuées après un seul tir de phosphore blanc. Les limites de production empêchant cependant un emploi massif. L'arsenal de Pine Bluff, dans l'Arkansas, seul site du Chemical Warfare Service, capable de fabriquer la M10, pouvait produire environ 15 000 roquettes par mois à partir des stocks existants de phosphore blanc et de lignes de production reconverties. Conçue à l'origine pour des obus fumigènes, cette capacité obligeait les commandants sur le terrain à réserver ces munitions aux objectifs prioritaires, au lieu de les utiliser comme armement standard. La distribution privilégia donc les unités du corps des Marines se préparant à l'opération Dawnfall, l'invasion prévue du Japon métropolitain. En juin 1945, les divisions stationnées aux Philippines en vue de l'assaut sur Kyushu disposèrent de stocks suffisants pour équiper environ un tiers de leurs équipes de bazooka avec une dotation mixte, 2 roquettes au phosphore blanc et 4 munitions hautement explosives classiques par opérateur. La doctrine d'emploi était claire. Frapper d'abord les positions fortifiées avec la M10, puis lancer un assaut conventionnel si le phosphore ne parvenait pas à déloger les défenseurs. Les rapports opérationnels d'Okinawa, où les combats se poursuivirent jusqu'en juin 1945, confirmèrent l'efficacité de la M10 contre les réseaux de grottes qui criblaient les crêtes calcaires du sud de l'île. Le 14 mai 1945, la compagnie K du 3e bataillon du 7e régiment de Marines affronta un vaste complexe de grottes près du château de Shuri. La position avait résisté pendant 6 jours aux charges de démolition, aux frappes au napalm et aux assauts aux lance-flammes. 3 roquettes M10 tirées dans l'entrée principale suffirent pourtant à tuer ou à chasser 42 défenseurs en moins de 8 minutes. Les tentatives précédentes, elles, s'étaient soldées par 9 pertes chez les Marines sans parvenir à percer la position. À mesure que l'arme était employée de façon continue, ses limites apparurent aussi. Il arrivait que des particules de phosphore blanc enflamment la charge propulsive à l'intérieur du tube du bazooka si l'humidité avait compromis l'étanchéité, provoquant une inflammation prématurée. Entre mars et juin 1945, 11 servants de bazooka furent brûlés à la suite de ces incidents. Les procédures furent alors modifiées. Chaque roquette devait désormais faire l'objet d'une inspection visuelle minutieuse du joint étanche avant le chargement. Les M10 se révélèrent également sensibles aux manipulations brutales lors des débarquements amphibies. À Okinawa, certaines unités signalèrent que près de 8% de leur stock arrivaient avec des joints endommagés, rendant les munitions trop dangereuses pour être utilisées. Les contre-mesures ennemies évoluèrent lentement. En mai 1945, les défenseurs japonais à Okinawa commencèrent à stocker de l'eau dans leurs positions fortifiées, convaincus à tort qu'elle permettrait d'éteindre le phosphore blanc. L'effet fut inverse. Les soldats plongeaient près les particules en feu dans des seaux d'eau, interrompant brièvement la combustion, avant de subir de nouvelles brûlures lorsque le phosphore se rallumait au contact de l'air. Cet échec tactique ne fit qu'accentuer l'impact psychologique de la M10. Les défenseurs en vinrent à considérer l'arme comme impossible à contrer par des moyens conventionnels. À l'échelon stratégique, les planificateurs de l'opération olympique, l'invasion prévue de Kyushu en novembre 1945, réclamèrent 500 000 roquettes M10, de quoi équiper durablement chaque équipe de bazooka de l'armée et des marines avec des munitions au phosphore blanc.
Les ingénieurs du Chemical Warfare Service estimèrent pouvoir répondre à cette demande en augmentant la production de Pine Bluff et en activant des installations secondaires pour atteindre un rythme de 75 000 roquettes par mois dès septembre 1945. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, rendirent ces projets caducs. La capitulation du Japon, le 15 août, mit fin à l'opération Downfall et supprima le besoin d'une production massive de munitions spécialisées contre les fortifications. Au total, l'arsenal de Pine Bluff avait fabriqué environ 180 des 1000 roquettes M10 à la fin de la guerre. Près de 35 000 furent utilisées lors des combats à Iwo Jima et à Okinawa. La chimie même du phosphore blanc expliquait son efficacité exceptionnelle contre les positions fortifiées, tout en imposant des contraintes de manipulation strictes. L'élément existe sous plusieurs formes allotropiques, mais la version militaire employait spécifiquement le phosphore blanc, un solide translucide et cireux qui s'enflamme dès 30 degrés et brûle jusqu'à oxydation complète ou privation d'oxygène. La conception de l'ogive de la M10 cherchait un équilibre précis entre une dispersion maximale et une détonation fiable. Les ingénieurs calculèrent que 600 grammes de phosphore blanc fragmenté en particules de 0,5 à 5 grammes offraient une couverture optimale, chaque fragment conservant assez de masse pour pénétrer des abris légers et continuer à brûler. La charge d'éclatement, un petit explosif placé au centre, pulvérisait l'enveloppe métallique en environ 400 éclats tout en dispersant le phosphore selon un schéma presque sphérique modifié par la vitesse de la roquette à l'impact. Les essais sur le terrain montrèrent que des particules inférieures à 0,5 g se consumaient en moins de 10 secondes, tandis que celles dépassant 10 grammes avaient tendance à s'incruster profondément sans se disperser. Les ingénieurs affinèrent donc le rainurage de la coque pour obtenir une répartition statistiquement idéale, environ 60% des fragments entre 1 et 3 grammes, assurant une combustion prolongée sans pénétration excessive. La fumée produite constituait un effet tactique secondaire déterminant. Chaque gramme de phosphore blanc en combustion générait près de 3 mètres cubes de fumée par seconde. Une détonation de M10 dans un bunker clos suffisait à réduire la visibilité à néant en moins de 20 secondes, tout en appauvrissant l'air en oxygène. Les défenseurs japonais confrontés à ces conditions n'avaient guère le choix, suffoquer sur place ou évacuer, et évacuer signifiait s'exposer immédiatement au feu américain. Avec l'expérience, les servants apprirent à exploiter au mieux les caractéristiques de l'arme. Le sergent Thomas Dejdajek et les sergents Thomas Red Sullivan, de la 4e division de Marines sur Ewiima, découvrit qu'en visant la jonction entre les murs et le toit d'un bunker, les particules ricochaient vers l'intérieur au lieu de se ficher dans les parois. Cette technique, transmise de manière informelle entre équipes de bazooka, augmenta d'environ 25% la dispersion efficace des fragments, selon les analyses démenées après les combats. Les limites opérationnelles de la roquette imposèrent rapidement des ajustements tactiques. La portée maximale effective de la M10 restait identique à celle des munitions classiques de bazooka, environ 300 yards, mais sa précision chutait nettement au-delà de 150 yards, la roquette étant légèrement plus légère que les projectiles hautement explosifs standards. Le vent l'affectait davantage et les servants apprirent à en tenir compte. Pour des tirs dépassant 100 yards, ils visaient involontairement 2 à 3 degrés face au vent afin de corriger la trajectoire. Les conditions de stockage posèrent des problèmes constants, en particulier sous les climats tropicaux. Les joints étanches destinés à protéger le phosphore exigeaient des environnements frais et secs pour conserver leur intégrité. Les munitions entreposées dans les chalands de débarquement ou sur les plages se dégradaient rapidement. Les intendants des Marines signalèrent que les roquettes M10, exposées plus de 14 jours à l'humidité du Pacifique, affichaient un taux de défaillance de 15%, contre seulement 2% pour des lots fraîchement livrés. Ces constats entraînèrent une révision des procédures. Les stocks de M10 devaient désormais être conservés dans des caisses hermétiques avec des sachets déshydratants remplacés toutes les 72 heures. La sécurité liée au souffle arrière imposa elle aussi des adaptations. Le moteur de la M10 était identique à celui des roquettes ordinaires, mais l'impact psychologique du tir d'une munition chimique rendait les opérateurs plus prudents. L'instruction rappelait la distance réglementaire de 18 mètres derrière le tireur, pourtant beaucoup augmentaient instinctivement cet espace à 25 ou 30 mètres lorsqu'ils utilisaient du phosphore blanc.
Cette prudence excessive modifiait légèrement leur posture et leur prise en main, réduisant parfois la précision du premier tir. Les Japonais tentèrent d'analyser techniquement les M10 capturés sans parvenir à des résultats concluants. D'après les rapports de renseignement issus des interrogatoires de prisonniers, des ingénieurs japonais examinèrent une roquette intacte ayant mal fonctionné et identifièrent la présence de phosphore. En revanche, ils interprétèrent mal le principe de dispersion. Ils en conclurent que l'arme était destinée à créer des écrans de fumée pour des assauts d'infanterie et non à servir d'arme antipersonnelle. Cette erreur de compréhension retarda la mise au point de contre-mesures efficaces. En dehors des questions de stockage, l'entretien ne posa que peu de difficultés. La M10 utilisait le même moteur, les mêmes ailettes et le même système d'allumage électrique que les autres munitions de bazooka, sans exiger de nettoyage particulier des lanceurs. Les armuriers recommandèrent toutefois de tirer au moins une roquette explosive classique après l'emploi de M10, afin d'éliminer tout résidu éventuel de phosphore à l'intérieur du tube. Aucun cas documenté d'inflammation secondaire due à une contamination interne n'apparaît dans les archives de combat. La roquette au phosphore blanc M10 disparut pourtant des arsenaux américains presque aussi vite qu'elle y était entrée. La production fut arrêtée le 17 août 1945, 2 jours après l'annonce officielle de la capitulation japonaise. Le Chemical Warfare Service ordonna à l'arsenal de Pine Bluff de cesser toute fabrication de munitions au phosphore blanc et de reconvertir les chaînes vers des armements conventionnels avant septembre. En novembre 1945, le développement, l'historique, l'emploi au combat et les spécifications techniques de la M10 furent classifiés secret défense. Cette décision ne résultait pas d'une innovation technologique particulière. Le phosphore blanc était utilisé dans des obus d'artillerie depuis la Première Guerre mondiale, mais de la sensibilité entourant la perception des armes chimiques dans le contexte international d'après-guerre. Le protocole de Genève de 1925 interdisait l'emploi d'armes chimiques, et bien que le phosphore blanc soit juridiquement considéré comme incendiaire, les conseillers juridiques militaires redoutaient les interprétations politiques et médiatiques, notamment alors que se déroulaient les procès pour crimes de guerre à Tokyo et à Nuremberg. Les stocks existants posèrent un problème supplémentaire. À la fin du conflit, l'armée disposait d'environ 145 000 roquettes M10 non utilisées, entreposées dans des dépôts du Pacifique et sur le territoire continental américain. Les munitions au phosphore blanc nécessitent des procédures de destruction spécifiques. Les brûler à l'air libre ou les faire sauter de manière classique risquerait de disperser des particules toxiques sur de vastes zones. Le Chemical Warfare Service consacra 18 mois à leur incinération contrôlée, une opération achevée en mars 1947. La guerre de Corée raviva brièvement l'intérêt pour les roquettes de bazooka au phosphore blanc. En 1951, lorsque les forces nord-coréennes établirent des positions fortifiées le long du 38e parallèle, des officiers de l'ordnance des marines demandèrent l'accès à la documentation technique de la M10 en vue d'une éventuelle reprise de production. La demande fut rejetée. L'armée avait adopté depuis 1950 le super bazooka M20 de 3,5 pouces et la conception de la M10 était incompatible avec ce calibre. Des ingénieurs développèrent bien une roquette au phosphore blanc de 3,5 pouces, désignée M30, mais la production resta limitée et l'arme connut peu d'engagement opérationnel. Les munitions modernes au phosphore blanc s'inspirent néanmoins du concept fondamental de la M10, tout en corrigeant ses faiblesses. Les obus d'artillerie actuels de type MU-125 emploient par exemple des pastilles de feutre imprégnées de phosphore blanc, offrant une dispersion plus contrôlée et une durée de combustion prolongée, bien au-delà de la simple fragmentation métallique. Les forces aériennes intégrèrent elles aussi le phosphore blanc à leur arsenal, notamment avec la bombe M34, capable de saturer des zones bien plus vastes que ne le permettaient les munitions propulsées par roquettes. Les forces navales, de leur côté, employèrent le phosphore blanc dans des obus spécialisés d'appui-feu naval. Les débats juridiques et éthiques entourant ces armes trouvent en partie leur origine dans l'emploi au combat de la M10. Le droit international humanitaire autorise aujourd'hui l'utilisation du phosphore blanc à des fins d'éclairage ou de création d'écrans de fumée, tout en restreignant strictement l'usage contre des populations civiles ou dans des zones habitées. Le protocole de 1980 relatif aux armes incendiaires aborde d'ailleurs le phosphore blanc de manière indirecte, en réglementant ses effets incendiaires plutôt que sa nature chimique.
Les vétérans ayant utilisé la M10 parlèrent rarement de cette arme en public. La combinaison du secret défense et de l'extrême brutalité de ses effets instaura une véritable culture du silence. Lorsque la classification fut abaissée au niveau confidentiel en 1973, puis levée complètement en 1991, les opérateurs encore en vie avaient déjà 60 ou 70 ans. Peu d'entretiens purent recueillir leurs témoignages avant leur disparition. Pourtant, l'héritage de cette arme se retrouve toujours dans la doctrine militaire moderne, qui privilégie des approches interarmes pour neutraliser des positions fortifiées. La M10 avait démontré que l'impact psychologique pouvait égaler, voire dépasser, la destruction physique pour contraindre des défenseurs à abandonner des positions préparées. Les tactiques contemporaines de combat urbain s'appuient sur cette leçon, recourant à des armes thermobariques ou à des munitions au phosphore blanc pour rendre les positions défensives inhabitables, plutôt que de chercher à les détruire par la seule force brute. L'adjudant-chef, Robert Anderson, survécut à Ewiha. Il participa aux opérations finales dans le secteur nord, utilisant des roquettes M10 contre des réseaux de grottes jusqu'à ce que l'île soit officiellement sécurisée le 26 mars 1945. Son dossier de combat lui attribua la neutralisation de 17 positions fortifiées grâce à des munitions au phosphore blanc, un fait qui contribua à l'obtention de sa Silver Star pour son commandement sous le feu durant la campagne. Anderson ne parla jamais publiquement des roquettes M10. De retour à la vie civile, dans l'Oregon, il travailla comme machiniste et participa à des réunions d'anciens combattants, où il évoquait surtout ses camarades, rarement les armes ou les tactiques. Lorsqu'il fut interrogé en 1987 par des historiens du Naval Historical Center, il se contenta de qualifier les roquettes au phosphore blanc d'efficaces et nécessaires, avant de détourner la conversation vers ceux qui n'étaient jamais rentrés. Le soldat de première classe, James Morrison, le jeune marine qui avait tiré la toute première M10 le 17 mars, reçut quant à lui des ordres de mutation vers un bataillon de remplacement 3 jours après l'assaut de Henderson en préparation de l'opération olympique. Il passa l'été 1945 aux Philippines, s'entraînant à l'assaut de fortifications japonaises factices, une M10 toujours dans son équipement, en vue d'une invasion qui n'eut jamais lieu. Morrison rentra dans l'Illinois en décembre 1945, termina ses études grâce au GI Bill et devint professeur de chimie dans un lycée, un choix de carrière qu'il attribuait à son expérience de guerre et à ce feu blanc qui continuait de brûler sous l'eau. La classification des dossiers liés à la M10 empêcha Anderson comme Morrison de parler librement de leur expérience pendant des décennies. L'engagement au secret qu'ils avaient signé lors de la réception de ces munitions spécialisées resta valable jusqu'en 1991, lorsque la plupart des archives relatives au programme d'armes chimiques de la Seconde Guerre mondiale furent déclassifiées dans le cadre d'une révision générale des protocoles de secret hérités de la guerre froide. Lorsqu'ils purent enfin s'exprimer sans contrainte, la technologie avait depuis longtemps évolué au-delà de toute reconnaissance. Les munitions modernes méchants au phosphore blanc n'avaient plus grand-chose à voir avec les roquettes improvisées qui avaient terrorisé les défenseurs japonais sur Ewiha. Les vétérans qui avaient employé la M10 savaient pourtant qu'ils avaient participé à l'émergence d'une arme ayant profondément modifié la doctrine tactique, même si le secret les avait empêchés de partager cette expérience avec le grand public. Les défenseurs japonais qui avaient affronté la flamme blanche et survécu en conservaient, eux, un souvenir bien différent. Lors d'entretiens menés après-guerre par des équipes d'interrogation alliées, d'anciens soldats décrivirent les attaques à la M10 comme l'une des expériences les plus terrifiantes qu'ils aient connues. Pire que les lance-flammes, car on ne pouvait échapper aux brûlures. Pire que l'artillerie, parce que les particules semblaient en chercher la moindre faille dans les abris. Pire que les bombes, parce que la fumée rendait toute position défensive inhabitable en quelques secondes. L'un d'eux, ancien caporal de l'armée impériale ayant défendu des positions à la fois sur Iwo Jima et à Okinawa, confia aux chercheurs en 1952 « Nous nous attendions à mourir. Accepter la mort rendait les armes conventionnelles supportables, mais la flamme blanche nous donnait envie de vivre, juste assez longtemps pour y échapper. Ce désir de courir, de respirer, de ne plus brûler a brisé quelque chose chez des hommes qui s'étaient préparés à une mort honorable. Nous sommes devenus des animaux fuyant le feu, et non plus des soldats défendant une position.
Les hommes qui conçurent, déployèrent et utilisèrent la roquette de bazooka M10 au phosphore blanc mirent au point une arme qui tuait par la chimie, par la terreur et par l'impératif biologique le plus simple: respirer. Ils ne s'en sont jamais glorifiés. Ils y virent une nécessité imposée par la brutalité extrême de la guerre de fortification dans le Pacifique. Ils l'employèrent pour sauver des vies américaines, puis, avec une constance remarquable, choisirent de se taire pendant un demi-siècle. Ce silence en dit long, à la fois sur l'efficacité de l'arme et sur le poids moral que représente l'usage de la chimie comme outil de combat. Même dans l'objectif de mettre fin à une guerre qui avait déjà coûté des millions de vies, les Marines débarqués à Ewima se heurtaient à un adversaire qui disposait de mois de préparation, de défense méticuleusement conçue et d'ordre formel de ne jamais se rendre. La roquette M10 au phosphore blanc offrit à ces hommes une chance réelle face à des positions pensées pour devenir leur tombeau. Elle sauva des vies américaines en rendant les positions japonaises intenables, non pas en les détruisant systématiquement, mais en créant une situation où défendre signifiait mourir, et fuir signifiait mourir, plus vite encore. Ces histoires d'armes oubliées et des hommes qui les ont utilisées méritent d'être conservées. Elles témoignent des innovations, des sacrifices et des victoires impossibles qui ont façonné cette guerre. Ce n'étaient pas de simples armes, c'étaient des outils qui ont permis à des Marines de rentrer chez eux, vivants. Ceux qui les ont conçus, ceux qui ont appuyé sur la détente et les fantassins qu'elles ont protégés ont gagné leur place dans l'histoire. Les Japonais l'appelaient la flamme blanche, les Marines l'appelaient la survie.